Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité avec vous, avec aujourd'hui Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Romain Collas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement national. Bonjour à vous. Valérie. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique, qui était avec nous pour évoquer cette élection américaine, cette phase de transition hier, cette intronisation du nouveau président des États-Unis. On va évidemment y revenir. On va parler également, on va évoquer plusieurs choses qui sont liées au Covid. Année blanche pour les stations de ski. Est-ce que vous comprenez qu'on interdise aux stations de ski de réouvrir ? Pourquoi ne pourrait-on pas être sur des télésièges avec un bonnet, un masque en plein air et qu'on peut être dans le métro, qui est pire finalement que d'être dans des œufs ou dans des cabines de ski. Et puis faut-il reconfiner uniquement les personnes fragiles ? C'est une députée, la LREM, qui a émis cette idée ce matin. Et puis nous allons parler évidemment de Joe Biden avec ce discours apaisant hier, rassembleur, mais tout de même on peut s'interroger. Alors on en parlait avec Jean-Claude Beaujour il y a un instant sur effectivement à chaque fois qu'il y a une élection, tout le monde est très enthousiaste, etc. Mais peut-être faudrait-il un peu raison garder et ne pas imaginer quand même que Joe Biden va sauver la démocratie, le monde avec Kamala Harris. Mais on attend vos réactions 0826 300 300. Commençons peut-être par un tour de table de ce qui a retenu votre attention en dehors de cette actualité. Jean-Claude, on va continuer avec vous. Alors un coup de cœur pour Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés il y a quelques jours. Oui, absolument. Plutôt que de pleurer Jean-Pierre Bacri, j'ai envie de dire, surtout en période de quasi-confinement, d'arrêt de notre société. Moi, je me suis souvenu de son film Le temps est à la fête, ouais. Où effectivement Bacri est remarquable. Et puis, j'ai envie de dire, c'est la France du quotidien, authentique. C'est c'est toute cette gouaille. Et plutôt que de le pleurer, j'ai envie de dire, saluons sa mémoire positivement, en nous rappelant tous ces films qu'on peut de moins en moins faire parce que on a de plus en plus de mal à parler de choses simples, de parler de réalité, de faire dans l'autodérision, de faire parfois un petit peu dans la caricature sympathique, pas la caricature vulgaire ou provocante, mais des choses sympathiques. Vous voyez, des films comme cela qui me font dire chapeau l'artiste, chapeau l'ami, à très bientôt. Et voilà. Effectivement, ces films sont toujours là et ça a cartonné hier, Le sens de la fête. Quelqu'un voulait intervenir ? Non. Je dis à très bientôt, on attendra quand même. On aimait beaucoup. Oui, très bientôt, absolument. C'est un très bientôt dans 50 ans. Voilà. Non, mais ça pose peut-être la question de finalement du cinéma français en général. Est-ce que ce cinéma français qui nous a fait rire, qui nous a ému aussi, et dans lequel on se retrouve, pourra continuer après la crise, parce que ça risque d'être aussi un secteur durement frappé par la Covid. Absolument aussi. Alors vos coups de cœur, vos coups de gueule sont tous en lien avec le Covid. Jérôme Ripoul, ça concerne le déficit. Oui, alors moi, cette année, tenez-vous bien, si vous l'avez oublié, on va avoir 178 milliards d'euros de déficit. Ça représente peu ou prou 10-11% du produit intérieur brut. Ça veut dire qu'on va dépasser allègrement les 100%, la dette va dépasser les 100% du PIB. C'est un problème récurrent en France. On voit souvent dans les élections présidentielles certains candidats reprendre le flambeau il va falloir régler ce problème. On se rappelle de Bayrou notamment, et finalement personne ne le prend jamais. Alors il y a des raisons objectives à ça. Sarkozy a connu la crise de 2008. Effectivement, Emmanuel Macron est dans le quoi qu'il en coûte, même si son ministre des comptes publics, il va falloir sortir de cette logique-là. Mais on voit bien que quand la possibilité était là, et je pense notamment sous Hollande, ou a fortiori un peu plus loin sous Lionel Jospin, on n'a jamais fait ce qu'il fallait pour régler ce problème. Et c'est vraiment un mal français. C'est pas propre à tel ou tel parti politique. C'est propre à la classe politique française qui, chaque fois qu'il y a des possibilités de sortir de cette logique de déficit et de la dette, prend le parti de ne pas le régler. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a un moment où quand même les générations futures vont endosser cette responsabilité. C'est sûr, oui, l'argent magique ne sera pas toujours magique. Jérôme Rivière, c'est un coup de gueule.
Oui, j'essaye en général d'avoir un coup de cœur, je trouve sympathique d'ailleurs, dans des périodes un peu compliquées, d'être plutôt optimiste. Mais là, je suis à saturation du fait qu'aujourd'hui, c'est la peur qui l'emporte sur la raison. Dans le traitement de cette crise du Covid, on voit qu'on cherche à faire peur aux Français. Les Français ont peur et c'est normal. Si vous égrenez, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant bientôt 1 an, tous les jours, le nombre de morts, le nombre de gens hospitalisés, des articles qui viennent nous dire, avec des projections qui ne sont pas des faits avérés, mais des projections en disant qu'on va être des centaines de milliers de morts, que nos hôpitaux vont être saturés, et c'est normal qu'on ait peur. Et en fait, le gouvernement a choisi de traiter les Français en leur faisant peur pour cacher une très mauvaise approche de cette pandémie. Moi, je leur donne quitus des premières semaines, parce qu'on n'en savait rien. Et dans l'opposition, très probablement, on n'aurait pas mieux fait, pas beaucoup mieux fait. On aurait sans doute été un peu plus honnête avec les masques, avec cette opération qui cachait le fait que la France n'était pas préparée, mais on n'aurait pas beaucoup mieux fait. J'en veux à ce gouvernement derrière de continuer de fermer des lits. Les ARS continuent de fermer des lits. On est toujours avec un nombre de lits qui est inférieur de près de 70% au nombre de lits en Allemagne. On nous dit aujourd'hui qu'on n'a jamais été avec autant d'hospitalisations. Il n'y a pas 3000 personnes qui sont hospitalisées. On sait que depuis maintenant plus de 6 mois, personne de moins de 44 ans n'est mort. On sait que l'âge médian, c'est-à-dire que la moitié des gens qui sont morts ont plus de 85 ans. On sait que 95% des gens qui meurent ont plus de 65 ans. On connaît les populations à risque. Une vraie politique de santé publique, c'est de traiter ces populations à risque, c'est de les informer, c'est pas de paralyser les autres. Vous savez, il y a du bon sens. Mais c'est mondial, il n'y a pas que le gouvernement français, c'est dans le monde entier. Le nôtre est pire que les autres. Vous verrez que... Je lis la presse étrangère, en Italie, en Espagne, c'est pareil, le Covid est à la une des journaux. En Angleterre, regardez le nombre de morts qu'il y a en Angleterre. Les gouvernements se sont lancés dans une pratique illibérale. Vous savez, ils critiquaient beaucoup les démocraties libérales en disant qu'il y avait des démocraties qui souhaitaient traiter leurs citoyens en les infantilisant. Là, on est traité de façon infantile. Vous savez, il y a quelque chose de très important dans le bon sens populaire. Vous savez, ce dicton mens sana in corpore sano, avoir un esprit sain dans un corps sain. Aujourd'hui, on ne traite plus que le corps, on ne traite pas l'esprit. Or, l'être humain est un animal social. On va en reparler tout à l'heure. Romain, je vais vous donner la parole dans un instant, peut-être pour entamer notre débat sur les États-Unis. Moi, je voulais juste m'étonner de cette marche blanche à Étampes hier, qui a été organisée par la mairie, en tout cas, la mairie a prêté estrade, sono, a mobilisé des agents municipaux pour rendre hommage à 2 hommes qui se sont tués en voiture en tentant de fuir un contrôle de gendarmerie il y a une semaine. Des hommes qui ont un lourd passé judiciaire. Donc c'est très triste qu'il y ait que ces 2 jeunes se soient tués, sauf qu'ils avaient pris la nationale à contresens, qu'ils ont tenté d'échapper à un contrôle de police et que le chauffeur du camion dans lequel ils sont rentrés a failli être extrêmement traumatisé. Donc est-ce que la mairie doit participer à ce type de marche blanche tiens, vous êtes maire, tiens, Romain Colas, vous en pensez quoi? Je pense que, quels que soient les faits qui peuvent leur être reprochés, le décès de 2 jeunes individus dans une ville, c'est de toute façon un drame. Donc moi, je ne jetterai pas l'opprobre très franchement sur la mairie d'Étampes. Je ne connais pas les circonstances. S'il y a eu une volonté qui n'émanait pas de la mairie, autant que je sache, d'organiser cette marche blanche, le rôle d'un maire, c'est de l'encadrer, d'assurer la tranquillité publique. Donc c'est un drame qui a sans doute suscité de l'émotion. Ça n'enlève rien à la condamnation absolue du fait que ces 2 personnes, elles fuyaient un contrôle de police, qu'elles ont mis en danger la vie d'autres. Mais le rôle d'une mairie, à partir du moment où il y a une initiative qui est prise en dehors d'elle, c'est d'assurer la sécurité, la tranquillité. Donc à partir du moment où il y a une manifestation sur la voie publique, le maire est forcément impliqué. Enfin, il y a encadrement et participer. Jean-Claude, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne suis pas du tout d'accord parce que autant j'entends parfaitement et je l'ai déjà dit que la mort d'individus est toujours quelque chose d'insupportable, et lorsque les gens ont commis un délit ou un crime, ils doivent en répondre devant la justice.
Voilà, donc là-dessus, il faut être très clair. Maintenant que l'autorité publique se mêle à cela, moi je suis désolé, je ne comprends pas, parce que ces personnes ont mis la vie d'autres en danger. Ce camion, le drame aurait pu être beaucoup plus important. Ils ont tenté de fuir alors qu'il s'est lourdement connu des services de police. Je suis désolé, ça donne le sentiment, parce que en politique, les symboles ont un sens, ça donne le sentiment qu'il y a une sorte de complaisance, de compréhension avec ces deux personnes qui ne sont pas des exemples sur le plan du respect de l'ordre public. Je suis désolé, il y a des fois, il faut être extrêmement carré sur ce terrain. Jérôme Ripoul. Oui, moi attends, pardon, on a deux Jérôme, excusez-moi, c'est Jérôme Rivière qui avait commencé à prendre la parole. Ça participe de l'inversion des valeurs qui aujourd'hui font régner ce climat un peu surprenant en France. Je partage ce qui vient d'être dit, ça donne effectivement le sentiment que la municipalité est complaisante vis-à-vis des crimes de ces deux personnes. Effectivement, toute mort est à déplorer, c'est évident, mais derrière, donner le sentiment qu'il y a une sorte de compréhension, de complaisance, c'était le bon qualificatif vis-à-vis des actes commis par ces deux jeunes gens, est totalement inacceptable. Ça n'est pas le rôle d'une mairie, ça n'est vraiment pas le rôle des pouvoirs publics. Oui, un mot, Jérôme Ripoul. Pardon, oui, ce que j'entendais, je suis d'accord avec le fait que c'est pas très compréhensible cette marche blanche. Après, j'entendais dans ce que disait Romain le fait aussi que on est face à des maires qui sont sans doute débordés par certains événements, par certains quartiers, et que donc il essaie sans doute, c'est peut-être pas la bonne solution, je suis d'accord, il essaie de canaliser tout ça. Ce qui est clair, c'est que quand des gens ont des accidents de la route et décèdent pour des raisons tout à fait objectives, on n'organise pas de marche blanche pour elles. Et donc je ne vois pas pourquoi deux personnes qui sont des personnes récidivistes qui ont commis des crimes, des délits, obtiendraient une marche blanche. C'est incompréhensible. Allez, on marque une pause. Juste, vous reviendrez, mais là, il est 11h, on rentre très tard et c'est l'heure du journal et on se retrouve tout de suite après. Je vous redonnerai la parole sur le sujet. À tout. Un double coup de cœur, Valérie. D'abord, le retour des États-Unis, un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans les accords de Paris. Donc, il s'agira de voir comment concrètement les autorités américaines traduisent cet engagement, mais qu'on peut toutes et tous, je crois, saluer comme étant une bonne nouvelle. Et puis, un coup de cœur tout particulier sur une vidéo que j'ai eu l'occasion de voir cette nuit. 3 anciens présidents américains, 2 démocrates, Bill Clinton et Barack Obama, un républicain, George Bush, qui se sont livrés au cimetière d'Arlington à un petit exercice pour saluer la transition, le respect finalement de la démocratie américaine, et puis tous à leur façon, mais sous une forme très personnelle. Ils étaient les uns à côté des autres, souhaitaient la réussite de leur pays et donc la réussite de la nouvelle administration Biden après comment dirais-je, l'outrance permanente qu'ont subi les Américains de la part de leur président ces 4 dernières années, se rappelle à un peu de responsabilité, un peu de raison, se rappelle aussi du fait qu'en République, normalement, si on est attaché à la République, ce qui rassemble au-delà de les clivages politiques, l'essentiel est plus fort que ce qui divise. Je trouvais que c'était intéressant, après 4 années d'un fou furieux populiste. Oui, mais on rappelle quand même qu'il n'a pas un mauvais bilan, si on fait le bilan, enfin peut-être c'est pas moi qui vais l'exprimer, et qu'il a, je rappelle toujours ce chiffre, 74 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Juste un mot, il y a un bon éditorial de Philippe Gély ce matin dans le Figaro qui dit « En dépit de son compas moral, entre guillemets, il n'a rien d'un missionnaire de la démocratie. Le nouveau président aura bientôt à faire sur le plan intérieur. » Donc les accords sur le climat et tout ça, c'est symbolique, mais il faut attendre de voir dans les faits ce que ça va donner. Alors pardon, Jérôme Rivière. Il n'a pas un mauvais bilan. Il n'a pas un mauvais bilan, mais l'hystérisation qu'a provoqué Donald Trump a provoqué les images que nous avons vues au Capitole il y a 15 jours de cela. Il finit son mandat de façon honteuse ainsi. Voilà, ça illustre bien la façon dont Donald Trump et les populistes en général sont en capacité d'exciter les masses. Et d'ailleurs, je mets sur le même plan sa décision de quitter les accords de Paris et puis la façon dont il a su exciter un certain nombre de masses américaines. Les populistes, jamais ne sont au rendez-vous de l'histoire et ne sont au rendez-vous de l'histoire. Et Trump, sa présidence, l'a confirmé, quel que soit le bilan de sa politique intérieure. Moi, j'ai tendance à considérer que depuis l'élection de Biden, le monde ne va pas mieux, mais il est un peu moins fou. Et ça fait du bien.
C'était hier. Hein. Oui, il y a un côté totalement bien pensant dans les propos qui viennent d'être tenus. D'abord, en matière de climat, parce que c'est important. Moi, je m'attache avant tout aux résultats avant de m'attacher aux formes et aux accords. Pendant la présidence de Donald Trump, jamais les États-Unis n'ont réduit autant leurs émissions de gaz à effet de serre, plus que ce qui était prévu par les accords de Paris. Ce qui compte dans la vie, c'est le résultat et non pas l'affichage d'une volonté politique. C'est l'action des États. C'est l'action des États et des villes. C'est pas l'action du gouvernement fédéral. En matière écologique, les États-Unis, pendant ces 4 années, ont donné des résultats remarquables. C'est une information biaisée, Jérôme Rivière. C'est une information biaisée. Oui, là, on sera, je pense que elle est biaisée, Jérôme Rivière. C'est une réalité chiffrée. Non, pas du tout. Je répondrai sur le. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, et j'ai pu l'exprimer hier au Parlement européen, c'est que vous avez le retour d'une vision messianique des États-Unis. Il explique clairement qu'il veut guider le monde par la force de son exemple. Moi, je retiens de ces 4 années de Donald Trump que c'est la première fois depuis 60 ans que les États-Unis ne sont pas engagés sur une guerre dans laquelle ils ont entraîné mécaniquement leurs alliés, puisque notamment la France, ayant réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN, s'il y a un mouvement de guerre et que les États-Unis y vont, ils entraînent l'OTAN, la France y est entraînée. C'est la première fois. C'est quand même quelque chose, un accomplissement majeur, un accomplissement qu'il faut saluer. Et par ailleurs, quel que soit le personnage, et je ne défends pas le personnage lui-même, son style, etc., l'agenda politique qu'il a pu mettre sur le terrain, c'est-à-dire la volonté de réguler une économie globalisée, la volonté d'écouter des populations qui voient des inégalités croissantes en raison de cette mondialisation, ça reste un agenda qui a un écho mondial. C'est ce que nous défendons avec le Rassemblement national en France. C'est une vision d'une économie qui fait confiance dans la nation et qui écoute les peuples. Et je trouve qu'aujourd'hui, le débat, il a été hystérisé depuis 4 ans. Le jour où il a été élu président des États-Unis, Donald Trump, ce jour-là, l'ensemble de la planète et du système a commencé à expliquer qu'il était illégitime. Pas une journée sans qu'il ait été poursuivi alors qu'il était démocratiquement élu. Donc excusez-moi de dire que l'hystérisation est venue de l'extérieur et il a réagi. Alors on va laisser réagir, Jérôme Ripoul. Alors Jérôme Rivière, 2 choses. D'une part, moi je parle de façon très impartiale. J'ai pas de lien avec Donald Trump. J'ai pas de lien avec Steve Bannon que vous avez rencontré et avec lequel vous avez cherché à avoir des subsides pour le Front National. Non, pas d'avoir de subsides. Donc, je le connais, j'ai des relations politiques avec lui, effectivement. Je n'ai pas cherché à avoir de subsides, excusez-moi. Les images sur les vidéos sont très éloquentes et je demande aux auditeurs d'aller les voir. Donc, moi, je n'ai pas de relation avec Donald Trump d'une manière ou d'une autre. Ce qui est clair, c'est que sur la question des gaz à effet de serre et donc de l'écologie, il a bénéficié premièrement de la Covid, c'est très clair, et deuxièmement, ce que disait Romain, des actions des États, notamment sur les énergies renouvelables et sur la baisse du charbon. Donc tout ça, c'est vraiment une information biaisée, d'ailleurs qui a été reprise par certains médias, mais qui n'est absolument pas vraie. Il n'y a pas d'action de Donald Trump. Il y a effectivement sous sa présidence un fait objectif, c'est que ça baisse, mais c'est pas son action. Il faut quand même rappeler la vérité, ça fait jamais de mal. Oui, et alors peut-être Jean-Claude je pense sur que cet aspect qui est quand même symbolique pour Joe Biden de dire on revient dans les accords de Paris. Oui, je pense que l'une des grosses différences entre le président sortant et le nouveau président, c'est que M. Biden et son équipe sont multilatéralistes en quelque sorte et qu'ils avaient déjà décidé de réintégrer l'accord de Paris. Moi je voudrais quand même préciser, et là encore, permettez-moi de dire qu'on l'a déjà dit sur ces antennes, jamais en tout cas de ma bouche, jamais vous n'avez entendu remettre en cause la légitimité de son élection le soir même de son élection. C'est la réponse que j'avais faite à El Kabash sur Europe en 2016. Maintenant, une chose est certaine, c'est que sur la forme, on va avoir une évolution. Oui, on va être plus dans la négociation, dans la discussion. Maintenant, le gouvernement américain est élu, la nouvelle administration va défendre les positions américaines et donc il revient aux Européens, aux Français et aux Européens de mettre sur la table les éléments de négociation qu'ils veulent voir traités. On a parlé de l'OTAN, on a parlé de l'extraterritorialité, on a parlé aussi des problèmes de concurrence. Il y a un gros contentieux qui vient devant l'OMC. Bref, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on va devoir discuter et il ne faut pas se bercer d'illusions. Le président, l'administration, la nouvelle administration va défendre ces
des intérêts, c'est sur la forme. Et qui seront peut-être pas très éloignés de ce Donald Trump. Je pense à la Chine, la fermeté sur la Chine. L'ambassade américaine restera à Jérusalem. Le retrait des troupes en Syrie. Enfin, j'ai toute une liste de choses sur lesquelles. Et puis l'accord nucléaire avec l'Iran, ça va être aussi un autre. À bien des égards, et notamment, souvenez-vous de la Convention démocrate, les démocrates se sont tous rangés derrière la position de Donald Trump sur la Chine. Et la compétition entre la Chine et les États-Unis est à son maximum. Et la seule question sera de savoir comment est-ce que les Européens vont essayer d'avoir une position à peu près, des démarches à peu près communes avec les Américains face aux Chinois. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de sujet. Dernier point, pour ne pas monopoliser la parole, attention, la division que vit la société américaine n'est pas une division qui a été créée par Donald Trump. Donald Trump a peut-être été celui qui a surfé sur cette vague-là, mais c'est une division qui est bien plus ancienne et qui d'ailleurs, pour laquelle aussi bien les républicains que les démocrates ont une part de responsabilité, parce que s'il y a autant de pauvreté, mettons de côté la question raciale, mais la question de la très grande pauvreté aux États-Unis est liée aussi à l'absence de politique publique en faveur des plus démunis, où effectivement il y a des écarts de revenus, il y a un système qui ne favorise pas l'émergence rapide de la dimension de très modeste à la classe moyenne. Donc oui, tout cela va être pris en compte et je ne suis pas certain que Biden puisse le faire en 100 jours. Je vous redonne la parole dans un instant. On va juste marquer une petite pause et on se retrouve et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On vous attend sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On parle de l'inauguration, la cérémonie d'inauguration hier à Washington, l'intronisation. Je trouve pas le mot, c'est pas intronisation, non, c'est l'investiture. L'investiture, voilà, investiture. Parce que les parois, il n'y a pas encore de roi. Il n'y a pas encore de roi, oui, mais le mot me manquait. Voilà, ça arrive de temps en temps. On est ensemble donc pour commenter cette actualité. Je ne sais plus qui voulait réagir. Alors Jérôme. Alors attendez, Jérôme avait levé la main en premier. Jérôme Ripoll, je voulais vous dire, dans le cadre de mon mandat de parlementaire européen, je vais régulièrement rencontrer le département du commerce, le département des finances aux États-Unis, qui sont chargés notamment de négocier tous ces traités. Et ce qui m'a marqué dans les rencontres récentes, c'est que ils nous ont clairement dit et ils expliquent clairement qu'il ne faut pas qu'on se berce d'illusions, que la politique, et ce sont des fonctionnaires, ils ne font pas partie de ceux qui sont changés régulièrement, mais ils sont dans ceux qui négocient les traités, en disant vous attendez pas à de grands changements, de toute façon nous continuerons à nous battre pour les intérêts des États-Unis, et l'intérêt des États-Unis c'est de négocier le contrat le plus favorable aux États-Unis et non pas le plus favorable et le plus équilibré. Ouais. Donc je pense qu'il y a une grande partie des illusions sur un rééquilibrage de la relation qui vont s'effondrer avec la réalité de ces discussions qui font que les États-Unis voudront avant tout faire passer les États-Unis. Alors Jérôme, pardon, c'est Jérôme Ripoll qui voulait parler. Oui, non, moi, je suis effectivement plutôt satisfait de l'élection de Biden qui redonne un petit peu de sens à la démocratie américaine. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il a été élu, Biden, contre Trump. Il a été élu grâce à Trump et d'une certaine manière, c'est quand même la défaite de Trump. Donc, ce n'est pas la victoire de Biden. Il a 78 ans, le plus vieux président des États-Unis. C'est un vrai problème parce que Nancy Pelosi n'est pas non plus... j'allais dire une politique de l'année, et on voit bien que les démocrates ont un problème de renouvellement. Donc, si sous la présidence de Biden, il n'y a pas une vraie réflexion au niveau du Parti démocrate pour préparer la suite, le risque, c'est que l'après-Biden soit encore pire que l'après-Trump. Et ça, c'est une vraie question. Enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Comment va se dessiner le nouveau visage? Ouais. Et enfin, mon problème, c'est quand même, OK, on est passé des fractions aux factions. Comment est-ce qu'il va recoller, retisser du lien avec les Américains? C'est très difficile. Ouais. Je suis pas sûr, effectivement, comme ça a été dit, que Trump n'a été que le révélateur des divisions américaines. Oui, ce que disait Jean-Claude Bourgeois. Voilà, exactement, il les a sans doute accentuées. Est-ce que Biden a la carrure et aura les actions pour retisser le lien avec tous les Américains? Ça me paraît un énorme challenge, ouais. et je lui souhaite bonne chance et bon courage, parce que le rêve américain, il est quand même sacrément entamé, et ça pose un énorme problème aussi pour donner aux Américains les raisons de croire et d'avoir foi en leur État. Oui. Non, mais je partage, c'est pas qu'une... Alors, allez-y, pardon, oui, puis après Jean-Claude. Alors, Romain Colas.
Oui, beaucoup de choses ont été dites, mais je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, puisque ce que dit Jérôme à l'instant. Plusieurs choses. D'abord, il y a un problème de projet national américain. C'est un défi formidable pour Biden, d'autant plus que Trump, s'il n'a pas créé les fractures qui traversent la société américaine, non seulement a surfé dessus, mais les a considérablement aggravées. Et c'est en ce sens-là que je qualifie les populistes. Moi, généralement, les populistes ne cherchent pas à régler les problèmes. Ils cherchent plutôt à surfer dessus, à flatter les bas instincts, et généralement, ils aggravent les fractures parce que c'est leur fond de commerce politique. C'est ça qui, pour moi, différencie un populiste d'un responsable politique digne de ce nom, quels que soient ses attachements partisans. Donc oui, il y a un défi formidable pour Biden, mais enfin, qui ne doit pas nous exonérer d'être conscient des défis qui existent chez nous aussi, parce que le projet national français, ou le projet national dans un certain nombre de démocraties occidentales, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il pose également de problèmes, et c'est un défi pour tous les responsables publics et plus largement pour les sociétés. Deuxième chose, moi je suis tout sauf naïf s'agissant de Biden. Ouais. Je me réjouis de plus avoir un populiste qui est un facteur de désordre mondial à la tête des États-Unis. Pour autant, évidemment, l'administration Biden va défendre les intérêts des Américains. Ce qui plaide, pour moi, et c'est là où je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, ce qui plaide quand même pour que les Européens tirent les leçons de ce qui s'est passé, de ce qui peut encore se passer aux États-Unis, et qu'ils arrivent à parler d'une seule et même voix, prendre conscience qu'il reste, malgré le Brexit, le premier marché mondial, et donc on a besoin d'une Europe bien plus forte politiquement pour s'imposer dans les discussions internationales. Bref, tout à l'inverse de ce que pourrait suggérer Jérôme Rivière, qui ne pense qu'à affaiblir l'Europe. On a besoin plus que jamais d'une Europe qui devient véritablement un espace qui sait défendre ses intérêts, qui n'est plus l'idiot utile de la mondialisation libérale, et ça c'est un sujet qui est devant nous, et qui est capable de devenir un espace de protection environnementale, sociale, économique, et d'assumer finalement son rôle. C'est encore pour quelques années, parce que ça ne va pas durer, le premier marché mondial. L'Europe, si elle parle d'une seule voix, si elle est capable de s'organiser politiquement, elle peut véritablement peser sur le cours des choses. Il faut tirer les leçons véritablement. Et puis dernier sujet, si on veut une Europe qui tire les leçons de ce qui s'est passé aussi, on a évoqué la question de l'OTAN, il faut une Europe de la défense qui monte en puissance. Aujourd'hui, parmi l'Union européenne, il y a un seul pays qui a un modèle d'armée complet, et encore, il souffre de certaines carences, c'est la France. C'est le seul pays à avoir un modèle d'armée complet, c'est-à-dire on est toujours tout seul, je vous signale. Et on est toujours tout seul. Et bien ça aussi, les Européens doivent en prendre conscience, parce que sinon, on restera ultra dépendant aux Américains. Pardon d'être un peu ultra dépendant aux fluctuations de la vie politique. Pardon d'être un peu ironique avec vous. C'est un peu le monde de oui là que vous décrivez quand même, parce que tout ça, tout ça, c'est formidable, sauf que ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. C'est qu'il faut cesser d'être naïf. C'est qu'il faut cesser d'être naïf. Il faut qu'on ait des dirigeants européens qui soient à la hauteur et qui sachent prendre mais ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Vous savez, j'ai tendance, alors c'est pas de la naïveté, c'est peut-être de l'optimisme, mais considérer qu'il est tout sauf BA. Ce qui se passe, par exemple, ce qui s'est passé sur la négociation avec les grands trusts pharmaceutiques sur le vaccin, alors que c'est pas du tout une compétence européenne. Pas du tout. C'est pour moi une expression, une première, trop timide, de ce que peut être une souveraineté européenne et d'une Europe vis-à-vis de grands groupes internationaux. Il y a des choses aberrantes qui sont dites. Alors non seulement c'est le monde de oui, c'est en plus méprisant pour les peuples, parce qu'on revient, les populistes, c'est ceux qui écoutent le peuple. Romain Colas fait clairement partie de ces gens qui savent mieux que les autres. Et typiquement l'exemple qu'il emploie, celui des groupes pharmaceutiques, ça a été fait dans la plus grande opacité. J'ai demandé, comme d'autres parlementaires, à pouvoir consulter ces contrats. On nous a dit que c'était éventuellement possible. Derrière, ils en ont rendu un public. J'espère que vous l'avez regardé. Vous verrez, ce sont des pages qui se suivent les unes après les autres, des pages sur lesquelles on ne voit rien puisque tout est caché. Les autres contrats sont non divulgués parce que les parlementaires qui sont normalement là pour assurer le contrôle de ce qui se passe ne sont pas dignes de faire le contrôle, parce que les parlementaires représentent aussi le peuple. C'est vraiment ce monde qui méprise les peuples, qui considère qu'ils savent mieux que les autres, qu'ils sont détenteurs de la vérité, qu'il est en train de défendre. Ce monde-là, il ne marche pas. Et ce monde-là, il arrive à mettre en place des fractures terribles aux États-Unis et des fractures en Europe. Et c'est ce monde-là dont on ne veut plus. C'est un monde en plus qui nous amène vers des privations de liberté qu'on connaît aujourd'hui. Et l'enjeu de la campagne de 2022, ce sera un enjeu de rétablissement des libertés, notamment en France. Alors, je vous redonne la parole dans un instant. Romain Colas, on marche une toute petite pause. Et puis Jean-Claude Beaujour, vous voulez également réagir à tout ça. Radio jusqu'à midi.
Midi. Pour commenter l'actualité, on a beaucoup parlé des États-Unis. Parlons de la France, de ce qui nous attend à l'issue du Conseil de défense. Le gouvernement a donc décidé hier de ne pas rouvrir les remontées mécaniques le 1er février, comme l'espéraient les professionnels du secteur. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre parfois certaines mesures quand on voit les gens dans le métro, dans les grandes surfaces, massés sur le trottoir pour acheter à manger. Bref, le secteur de la montagne va évidemment souffrir comme de très nombreux secteurs. Et puis le reconfinement des personnes âgées fragiles qui est aussi sur la table. Peut-être, je ne sais pas qui veut intervenir sur cette année blanche pour les stations de ski. Je vous l'avais dit, moi, sous forme de coup de gueule, c'est qu'on traite, en fait, le gouvernement traite par la peur plutôt que de traiter par la raison. Ouais. Vous le disiez à l'instant, il n'y a absolument rien d'objectif qui permet de dire que c'est plus dangereux de se retrouver dans des œufs que de se retrouver dans une station de métro. Simplement, et Édouard Philippe l'avait dit d'ailleurs dans une audition à l'Assemblée nationale, il a dit que l'ensemble des mesures qu'il était amené à prendre à l'époque, il était obligé de les prendre en s'interrogeant sur les éventuelles poursuites judiciaires dont il pourrait faire l'objet. Et c'est ce qui est embêtant aujourd'hui dans cette vie politique française, avec une judiciarisation qui a augmenté, c'est que nos dirigeants aujourd'hui sont plus préoccupés de se protéger plutôt que de protéger les Français. Et on voit bien que... c'est peut-être excessif comme... Non, mais écoutez, il l'a dit, regardez son audition à l'Assemblée nationale, il a dit qu'il était obligé en permanence de penser à la façon dont il pourrait être éventuellement poursuivi. C'est très très ennuyeux parce que quand vous pensez à vous-même, vous ne pensez pas aux autres. Ouais. Et sur les stations de ski, on est en train de détruire des pans de l'économie, et derrière ces pans de l'économie, ce sont des vies, sont des Français qui ne sont plus capables de subvenir à leurs moyens, qui vont dépendre de la subvention publique. Ce sont des drames qu'on va payer pendant très longtemps et très cher. Alors une précision, la judiciarisation, elle est liée aussi à l'évolution de la société. Je peux vous dire qu'en tant qu'avocat, ce ne sont pas les élus qui viennent susciter les procès, ce sont nos concitoyens. C'est une précision. Ce sont nos concitoyens qui derrière veulent absolument un responsable. En fait, la société veut qu'il y ait des responsables, quoi qu'il arrive. Alors, pour répondre à votre question, moi je pense qu'il y a eu une période, parce que ça fait quand même, c'est un triste anniversaire, ça fait 1 an quasiment que nous vivons cette situation de Covid. Je comprends la difficulté. Je crois que ce qu'on attend aujourd'hui du gouvernement, c'est qu'on prenne en considération le fait que cette situation, va durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense parce qu'on n'aura pas vacciné tout le monde d'ici la fin du mois de mai. Et deuxièmement, on a même parlé, certains virologues parlent de virus qui pourraient revenir dès l'automne, etc. Donc on se dit, si ça doit durer, qu'est-ce qu'on peut avoir comme plan B qui finalement qui ne soit pas de l'enfermement, parce qu'on ne va pas pouvoir maintenir fermées définitivement les stations de ski. Donc c'est cette réflexion-là qu'il faut mener. Comment, sur le moyen terme, on arrive à gérer cette situation virale? Et quand je dis le moyen terme, c'est pas les 2 mois qui viennent, c'est désormais comment est-ce qu'on fait? Et comment est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on ait pas certitude, parce que c'est difficile avec ce virus, mais qu'on ait quelques éléments de réflexion et qu'on puisse répondre à nos interrogations sur les endroits mais encore faut-il qu'on se dise une chose, me semble-t-il, je ne suis pas au gouvernement, mais qu'on se dise ça va durer un certain temps. On ne peut pas faire comme si, vous voyez, on se dit on ferme pendant 1 mois et tout ira bien. On sait que c'est pas vrai. Donc on ferme pendant 1 mois et tout ira bien, c'est pas vrai. En même temps, on dit que si on ne ferme pas, la situation va s'aggraver. Quel est le juste milieu, ou comment vivre, comment mettre en place un plan de prévention, de limitation de l'aggravation de la situation sur le moyen terme, et non pas simplement sur le court terme qui fait prendre ces dispositions qui sidèrent, parce qu'effectivement on se retrouve parisien dans le métro alors que en montagne il y a moins de risques. Mais j'ai compris qu'on voulait éviter que les gens ne se croisent, donc on limitait tout ce qui n'est pas essentiel. Mais qu'est-ce qui est désormais essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et puis on peut pas maintenir comme ça fermé. Pensez donc aux jeunes qui sont dans l'impossibilité maintenant depuis quasiment 2 ans. Vous prenez tous ces jeunes étudiants bacheliers d'il y a 2 ans qui depuis 2 ans vivent enfermés. C'est compliqué. Mais il va falloir qu'on ait une autre approche de la sécurité sanitaire. Il va falloir qu'on commence à traiter les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on isole parce qu'on veut supprimer le virus, on veut vacciner. Or on sait de vacciner 7 milliards de personnes, parce que pour que ça fonctionne et éradiquer, il faudrait que tout le monde soit vacciné en même temps. Par ailleurs, on commence à voir que, comme tous les coronavirus, c'est un coronavirus qui va évoluer. Donc la grippe
grippe. Chaque année, c'est une souche un peu différente. Donc, très probablement, il va falloir vivre longtemps avec ce virus. Donc, il faut maintenant traiter, il faut soigner. Et il y a un certain nombre de traitements qui sont disponibles. Pour l'instant, regardez. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Regardez, Brigitte Macron nous a expliqué que lorsqu'elle a eu le coronavirus, elle avait été traitée et soignée. C'est clair. Et d'ailleurs, Donald Trump avait été soigné. Il existe des traitements, il existe un certain nombre de méthodes qui permettent de traiter et soigner. Globalement, on en guérit quand même sans rien. Rapidement et sans rien. Mais il est aussi possible, parce qu'il y a des cas graves qu'on ne peut pas sous-estimer, il est aussi possible de traiter. Et donc ça nécessite une approche différente. Jérôme Ripoul. Oui, alors ma réaction en 3 mots qui la résume. Creux et l'ironie. Le plus bel enneigement qu'on avait eu depuis des années, logique du point de vue du gouvernement, c'est-à-dire qu'encore effectivement les œufs c'est le même contexte que le métro, mais n'oubliez pas que quand on est à la montagne on loue des chalets, on se retrouve à faire des raclettes, etc. Donc je peux entendre, ça me paraît pas illogique et catastrophique, parce que c'est catastrophique pour une économie. Il y a 250 domaines skiables en France, il y a à peu près 140 000 emplois directs et indirects, et ça va les mettre à genoux, parce que c'est un secteur qui aujourd'hui va très très mal. Il y a plein de stations de ski qui sont endettées, certaines sont en faillite, donc je crois que là c'est le quoi qu'il en coûte va continuer, et c'est catastrophique. Voilà. Ça peut être, cela dit, ça peut être une opportunité, parce qu'on voit bien que les stations de ski étaient, par rapport notamment aux Autrichiennes et à l'Italie, aux Italiennes, étaient en retard sur la neige artificielle, etc. Donc peut-être que ça peut remettre un petit peu les pendules à l'heure, mais enfin là, dans l'immédiat, c'est une catastrophe. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que c'est toujours compliqué, ces sujets, Romain Colas. Écoutez, moi je partage la compréhension que vous avez exprimée. C'est vrai qu'on peut, parce qu'il faut aller bosser, prendre le métro, et j'aimerais connaître véritablement, même si on les pressent, et Jérôme vient d'en évoquer quelques-unes, les raisons qui ont conduit le gouvernement à prendre cette décision. Mais on a toujours ce même problème, et ça participe de l'infantilisation, parce que ça, je peux le partager avec Jérôme Rivière, des Françaises et des Français. Il faut qu'on leur donne les raisons qui expliquent les choix qui sont opérés. Une des raisons qui est avancée aussi par des conseillers ministériels qui s'épanchent dans la presse, en off, c'est qu'on risque de saturer les services de santé avec les accidents de ski dans les secteurs de montagne. Mais je veux dire, on n'est pas des idiots, les Françaises et les Français. Si on nous explique les choses, on est encore en capacité de les comprendre. On a du drame que ça provoque pour ceux qui vivent de cela. Et pardon de me répéter, mais moi je partage totalement ce que disait Jean-Claude tout à l'heure sur la nécessité que la société française, comme d'ailleurs l'ensemble des sociétés, vont devoir a priori apprendre à vivre longtemps avec ce virus. Et donc il faut préparer des réponses de long terme, il faut préparer des alternatives au fonctionnement normal de notre société, mais qui ne sont pas du blocus, parce qu'on sent bien que ça ne va pas pouvoir durer, sauf à vraiment laisser tomber des pans entiers de notre économie, et puis à faire en sorte que les Français vont péter les plombs. Ouais. Parce qu'excusez-moi, je sens comme vous un pays qui est profondément déprimé, qui en a ras-le-bol, et qui a un impérieux besoin de retrouver un peu de souffle. Sauf que ça suppose de changer complètement de braquet, et c'est là où je me répète, et je vais à ma conclusion. Si on veut être en capacité de créer ces projections, d'embarquer les acteurs de la société dans les nouveaux modèles qu'il va nous falloir inventer tant qu'on aura à vivre avec ce virus, eh bien, il faut sortir du conclave du Conseil de défense. On est une des seules démocraties modernes où les décisions sont prises dans la plus parfaite opacité, où on n'explique pas les choix et où on n'associe pas les acteurs. Je termine avec un exemple, la vaccination. La vaccination, vous avez une foultitude d'élus locaux, et c'est pour ça que les maires sont en colère, qui sont disponibles pour mobiliser des moyens, pour faire en sorte qu'on vaccine. Il n'y a aucune cartographie de la vaccination. À aucun moment, l'État territorial, c'est-à-dire les préfectures, ne sont en capacité d'expliquer ce que sont les stratégies, et on va en venir à l'aberration la semaine prochaine, où on va fermer des centres qui ont ouvert, à grands frais d'ailleurs pour les collectivités locales, faute de capacité d'approvisionnement. Ouais. Donc si on avait travaillé en amont, ce que réclamait d'ailleurs le Parti Socialiste, il a été le premier dès le mois d'octobre dernier, en associant les régions, les départements, les communes à l'élaboration d'une stratégie de vaccination partagée, on ne serait pas aujourd'hui le 25e sur 27 pays de l'Union en nombre de personnes vaccinées. Ouais. Voilà. Et moi, si on veut effectivement prendre en considération le fait que ça va durer, il faut complètement changer la méthode des prises de décision. Bah oui.
Et arrêter d'infantiliser les Français, c'est associer les acteurs compétents à la décision et à sa mise en œuvre. Ouais. Alors, je crois que ce qui fait consensus entre nous, c'est le fait qu'on a aujourd'hui un ras-le-bol de l'opacité dans laquelle sont prises l'ensemble des décisions. Ce qui était rappelé à l'instant est une réalité, c'est qu'effectivement, des prises de décision en Conseil de défense et puis avec un comité scientifique dont on ne connaît pas bien la légitimité, dont Olivier Véran est allé expliquer que les débats étaient trop compliqués pour que le Parlement puisse les entendre, ça suffit. Et les Français ont envie d'être traités comme des adultes, parce que ce sont des adultes. Donc on explique les choses, on nous parle tranquillement, clairement. Et on participe aux décisions. Je pense que tant qu'on n'aura pas changé ces deux attitudes, on aura une grande difficulté dans la façon dont on peut gérer la pandémie. Alors, Jérôme Ripoul. Pardon Jean-Claude. Ouais. Ce qui risque d'être très douloureux, c'est le réveil. C'est-à-dire qu'en clair, on risque de se rendre compte que tout ce qui a été fait l'a parfois été en vain. Et que, par exemple, on parlait des tests. En 2020, on aura dépensé 2,7 milliards d'euros de tests. À quoi ça aura servi ? Ce qui risque de se passer, c'est qu'effectivement, et Jérôme Rivière a tout à fait raison sur l'âge médian et la mortalité, aujourd'hui, ce sont les personnes âgées et fragiles qui sont surtout concernées. Et donc, on est en train quand même de confiner une société ou de la mettre à couvre-feu, alors même que dans les EHPAD, vous ne pouvez pas aller voir vos proches. Voilà, non, ça c'est la réalité. Ou derrière. Donc je ne comprends pas très bien la logique de tout ça. Et quand je pense que le Premier ministre fait une grave erreur en disant que sa boussole c'est la santé. Ça ne peut pas être que la santé. C'est-à-dire que la difficulté d'un gouvernant, c'est à la fois de concilier des enjeux sanitaires et des enjeux économiques. Et derrière ce mantra qu'il nous répète à longueur de journée, c'est la santé, il y a quand même aussi la vie des gens, leur bien-être mental, corporel. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit nous poser d'énormes questions. Ce qui est aussi, la santé, c'est aussi l'état d'esprit de nos concitoyens. La santé n'est pas que la santé physique. Moi, je vois bien que en plus Radio Nationale, mais il se trouve que nous sommes un certain nombre à être parisiens vivant dans de grandes villes. Au départ, c'était acceptable, mais maintenant, on voit bien que même des gens en situation dite de confort commencent à être extrêmement pénalisés. La première chose. La deuxième chose, tout cela aura un prix et il faudra le payer. Bien sûr, et donc, le payer, ça voudra dire travailler encore plus pour pouvoir payer tout cela. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Je pense que la facture, il faudra la payer. Moi, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas vivre à crédit ou sans payer mes dettes. Donc là, il faut en tenir compte et se demander. Et je pense que moi, je ne vais pas jeter l'opprobre sur le gouvernement parce qu'au départ, tout était compliqué. Mais je pense que maintenant, on a suffisamment de paramètres quant au virus, quant aux difficultés, quant aux pistes de réflexion pour pouvoir dire, même si ce sont des pistes qui n'ont pas été explorées ou dont on a pensé qu'elles n'avaient pas à être explorées il y a un an, mais je pense qu'il est peut-être temps de se dire, on revoit les choses. Il n'y a pas de honte ou il n'y a pas de gêne à revoir éventuellement. Sauf qu'il y a toujours des éléments dits nouveaux qui arrivent, en particulier les variants, avec un virus qui va être de plus en plus contaminant. Justement, mais je pense qu'il change pas plus de variants. Mais oui, moi je dirais, toutes choses étant égales par ailleurs, même avec tous les risques à côté, comment est-ce qu'on arrive? Parce que, vous voyez, concrètement, on reste enfermé pendant combien de temps encore? Parce que les variantes, il y en aura. Il y en aura dans 3 mois, il y en aura dans 6 mois, il y en aura dans 1 an. Donc est-ce qu'on ferme tout et on vit comme ça? Et c'est dramatique pour un certain nombre de commerces de se dire je ferme pas, je ne sais pas si j'ouvre dans 15 jours, je ne sais pas si je sais. Stop and go. Pour la socialisation des enfants, la société aujourd'hui a besoin de santé mentale aussi, c'est ce que vous disiez à l'instant. La santé n'est pas que physique, on ne peut pas vivre juste pour respirer, manger, dormir. Suicides, hein. Vous avez quand même des suicides, des situations dramatiques, donc il faut aussi y penser. On a un auditeur qui nous dit, quand on voit les grandes surfaces le samedi et les cinémas fermés, on a un petit peu de mal à comprendre, effectivement. Il a raison. Ça va être. C'est vrai qu'il y a des choses incohérentes, ce qu'on disait au début. Merci en tout cas à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Merci Jean-Claude Beaujour d'être resté un petit peu plus longtemps, d'être arrivé plus tôt pour parler des États-Unis. Merci à vous et je pense qu'André Berkoff va évidemment y revenir dans un